Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour l'interview, nous avons un homme politique qui raccroche, qui, après 33 ans de mandat politique, a décidé de mettre fin à sa carrière politique. Robert de Lattoer, bonjour. Bonjour. Alors, hier encore, vous étiez échevin. Hier soir, vous êtes redevenu conseiller communal SPA à Koekelberg. Qu'est-ce que ça fait d'avoir quitté la vie politique? Parce que vous n'êtes pas un retraité, parce que vous avez toujours un emploi, mais la vie politique, c'est pratiquement terminé. Regardez mes épaules, elles sont beaucoup plus détachées de tout ce poids. Non, blague dans le coin, j'avais annoncé ça depuis quelque temps. Je trouve qu'il vaut mieux céder sa place à un plus jeune, qui de surcroît m'a déjà remplacé quand j'étais au gouvernement, donc il sait comment ça marche, le collège de Koekelberg. Et puis, je préfère quand même quitter au moment où on peut encore faire mon éloge funèbre et que je puisse l'entendre, à quel point les gens m'aiment encore et me disent il ne faut pas partir, plutôt qu'on vous donne un shot pour vous mettre dehors. Voilà. Alors donc ça ne s'est pas passé comme ça et c'est donc l'occasion de parler de votre carrière et un peu d'avoir votre avis aussi sur l'actualité. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. Vous avez été notamment secrétaire d'État à la mobilité, vous avez été président de la STIB, donc la mobilité, c'était une grande partie de votre activité politique. De quoi êtes-vous le plus fier en matière de mobilité? C'est la journée sans voiture? Non, c'est de pouvoir avoir mis en route un certain nombre d'initiatives qui, de toute façon, devront encore être terminées par mes successeurs et par les successeurs de mes successeurs. Donc la mobilité, c'est par définition un truc qui est très, très mouvant, très mobile. Je me souviens d'ailleurs que le regretté Jean-Louis Tay, c'était tout de même, rendons à César ce qui revient à César, le premier à mettre sur pied le RER, par exemple. On peut faire tout ce qu'on veut. Il y a longtemps, ça, déjà. Mais il y a 25 ans, mais il n'est toujours pas là. Voilà. Oui. Et donc, je crois que ça, c'est un objectif énorme pour les Bruxellois, c'est de convaincre le reste du pays, y compris les Flamands, les Wallons, que si on doit investir avec la SNCB, ce n'est pas pour faire plaisir aux Bruxellois, mais c'est pour faire plaisir aux nafteurs, qui, eux, sont Flamands et Wallons, et qui viennent tous les jours ici, et qui sont parfois obligés d'attendre longtemps, s'ils veulent prendre le train, ou de le rater. On connaît le problème de la SNCB aujourd'hui. Ou bien de venir en voiture. Et ça, alors, ça devient non seulement un problème pour les nafteurs, mais ça devient un problème pour nous aussi, parce que, si Bruxelles est encombrée, les Bruxellois sont encombrés aussi dans leur bagnole. Mais Bruxelles était déjà encombrée au début de votre carrière politique. Et aujourd'hui, elle est toujours encombrée. Oui, alors, c'est un constat d'échec qu'il faut faire? Je crois que si on revendique depuis 25 ans un RER, comme ça existe un peu partout ailleurs, donc c'est pas unique en Belgique, ça existe ailleurs. Le seul problème, c'est que la région bruxelloise est une région capitale, mais qui n'est pas vraiment soutenue par les autres régions. Alors qu'avant 89, c'était pire, puisque à ce moment-là, c'était des politiques flamands ou wallons, à la limite, des non-bruxellois qui chapeautaient en tant que ministres nationaux tout ce qui se faisait à Bruxelles. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, je crois que ça va dans le bon sens. Mais je crois que la plus grande chose qui reste à réaliser pour la mobilité, c'est le RER en tout cas. Bon, alors donc RER, priorité numéro 1. On parle beaucoup depuis quelques jours de fermer les tunnels. Alors, au lieu de les rénover, pour certains, c'est la bonne solution. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois qu'il ne faut pas courir trop vite et que de toute façon, peut-être dans X années, ce sera peut-être porté par la population et qu'à un certain moment, on dira peut-être, oui, les tunnels, pour moi, on peut fermer les tunnels, à condition que la mobilité soit organisée d'une autre façon, à condition qu'on n'ait plus besoin de rentrer à Bruxelles avec ces dizaines de milliers de voitures. Rendez-vous compte, le boulevard Léopold II, il commence et il se termine à Koekelberg. Vous le connaissez bien. Vous rendez bien compte que si on ferme ce tunnel, toutes ces bagnoles qui rentrent à Bruxelles et qui le soir sortent, elles se retrouveront en surface. Est-ce que c'est ça la qualité de vie? En plus, il n'y a plus personne qui va bouger, puisque toutes les rues environnantes, donc je résume, peut-être, mais pas tout de suite, en tout cas, pas tout de suite. Oui, moi je n'ai pas dit qu'il fallait les fermer, j'ai simplement dit si on veut en parler, parlons-en, mais ne disons pas il faut les fermer parce que certains disent oui... c'est moche, ou ça coûte cher. Oui, c'est moche. Oui, c'est moche peut-être, mais c'est très pratique.
Alors, vous avez inventé la journée sans voiture, donc maintenant c'est devenu une institution, hein. Plus personne ne pense à la supprimer, alors qu'au début, il y avait beaucoup d'opposants. Ça, c'est un sentiment de fierté, la journée sans voiture pour Oui, vous? mais là aussi, je me dis qu'on l'a mise en place pour faire profiter tout le monde des différents modes de transport et de ce que je retiens d'ailleurs de surcroît de cette première journée sans voiture complète, hein, début de ce siècle, c'est le silence. C'est le silence. Pas là où on fait beaucoup de bruit avec les vélos, hein, mais dans le reste de la ville, dans les quartiers, c'était le silence complet. On entendait le silence. C'est difficile à expliquer. Et je rêve peut-être d'un moment où on va supprimer cette journée sans voiture parce qu'on n'en aura plus besoin. Parce qu'il y aura le RER, parce que la mobilité sera différente, parce que les gens peuvent sortir à nouveau dans la rue. Parce que... Vous voyez, à un certain moment, j'ai annoncé, il y a 15 ans, qu'un jour, la plupart des endroits, la plupart des quartiers seraient des zones 30 à Bruxelles. Oh, on a crié scandale, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Aujourd'hui, on y est presque. On est presque dans la plupart des quartiers où les gens ont compris que les quartiers sont faits pour vivre et pas pour faire des courses de voitures. Alors, vous aviez raison pour la zone 30. Par contre, vous aviez poussé la STIB à avoir des véhicules électriques au début. Et pourtant, les véhicules électriques, on ne les voit toujours pas. C'est un regret, ça? Petit correctif tout de même. Oui, la plupart des véhicules de la STIB roulent à l'électricité. Les trams et les métros, à ma connaissance, c'est toujours à l'électricité. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais pas les bus. Mais pas les bus, et donc voilà, parfois on a raison trop tôt. J'étais le premier qui roulait en petite voiture électrique aussi, depuis des années 90, et aujourd'hui j'entends le gouvernement flamand dire oui, on doit investir parce que, même pour les sociétés, pour sa propre organisation, pour le département, pour les départements ministériels, etc. Oui, de temps en temps, si on n'a pas le pouvoir pour l'imposer, on plaide. Je resterai en tout cas le premier à l'avoir prôné. Et la politique des piétonniers, à Bruxelles-Ville, maintenant à Ixelles aussi, pour améliorer le passage du 71, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelque chose que vous auriez pu prendre vous aussi comme décision quand vous étiez aux affaires? Oui, mais j'ai plaidé pour cela, parce que je me souviens qu'avec Jean-Louis Teiss, on est allé visiter Zurich et Bâle, des villes suisse où on travaille par référendum et où à un certain moment, les gens ont refusé d'installer le métro. Alors les autorités ont dit « Ok, vous ne voulez pas de métro, alors on va mettre les transports publics en surface. » Zurich, la capitale des banques en Suisse, et des chocolats, on connaît les deux. La Bahnhofstrasse, qui est la route, un peu le Goulet Louis, si vous voulez, chez nous, mais plein de banques, plein de chocolatiers, il n'y a que le tram qui passe. Les directeurs de banque à Zurich, ils roulent en tram. Parce que là, le tram, dans des piétonniers, arrive toutes les 5 minutes ou toutes les 3 minutes en heure de pointe. Et je crois que ça, c'est le bon exemple. Vous êtes heureux alors que ce piétonnier de jour va voir le jour? Oui, je crois que c'est une bonne chose, surtout si c'est porté par tout le monde. Et je crois qu'il faut redéfinir la ville, d'abord pour ses habitants, et pas nécessairement pour les gens qui passent de temps en temps. Je sais que les exemples étrangers, les villes flamandes, les villes wallonnes, ont aussi fait des piétonniers, des sens uniques, etc., des boucles, comme on les fait maintenant dans Pentagone. Si ça marche ailleurs, je ne vois pas très bien pourquoi ça ne marcherait pas à Bruxelles. Sauf que Bruxelles est la seule ville d'envergure, une métropole, si on veut, à la belge, et que c'est un peu plus difficile parce que les pouvoirs s'entrelacent un peu et se contredisent parfois. Alors vous êtes aussi une personnalité particulière parce que très bruxellois, un ex-bruxellaire. Alors on peut se demander si vous étiez plutôt bruxellois ou plutôt flamand. Au sein du gouvernement bruxellois, par exemple, vous vous sentiez quoi? Je me sentais socialiste flamand, mais à ma façon. Et donc socialiste flamand, pour moi, flamand, c'est pas... Tout flamand n'est pas flamingant. Par contre, on peut devenir flamingant si on voit qu'un certain nombre de gens sont discriminés. Oui. Tout comme on peut devenir... Et là, dans l'évolution de Bruxelles, vous avez l'impression que le flamand est moins discriminé ou plus discriminé? Je crois que le flamand est à nouveau respecté. Et que
moi, je me suis toujours senti très bruxellois parce que je suis né à Bruxelles de parents et des grands-parents qui étaient ici aussi et qui étaient bruxellois, qui parlaient bruxellois. Et pour le reste, je ne me suis jamais posé la question. Au moment où je vous parle, je suis sans doute très francophone aussi. Donc, oui, quand je vais à l'étranger, les gens ne veulent parfois pas croire. Je dis, mais vous n'êtes pas francophone, vous n'êtes pas français, vous. Voilà, oui, où est le problème? Je crois que si tout le monde était comme moi, la vie serait beaucoup plus heureuse. Et quel est votre regard sur la jeune génération des politiques, à la fois ceux au Parti socialiste flamand, Pascal Smet par exemple, à Bruxelles, ou de ceux, le bourgmestre de Bruxelles-Ville, Yvan Mayer, ou le ministre-président Rudy Vervoort? Ce sont des gens qui sont plus jeunes que vous. Quel regard avez-vous sur leur personnalité? Mais d'abord, ce sont des gens très compétents. Ce sont des gens qui ont fait leurs armes avant d'être ce qu'ils sont maintenant. Je vois des plus jeunes aujourd'hui, parce que la génération qui nous suit, en fait, elle a vu grandir une génération avant eux. Je crois qu'ils ont de surcroît maintenant une dimension régionale. C'est-à-dire que les hommes politiques des années 70, 80 avaient encore ce pouvoir local qu'ils portaient en eux. Et donc, quand ils étaient au niveau de la région, c'était une partie de consensus qu'il fallait avoir forcément pour que toute cette région parle d'une même voix. Aujourd'hui, on a une génération qui, outre est peut-être ancrée au niveau local, mais on a une génération qui réfléchit déjà automatiquement aussi au niveau régional. En même temps, je vois que la politique n'est plus très consensuelle. Si on se souvient, Jos Chabert, c'était quand même un homme qui pouvait être très dur dans ses positions quand il devait négocier, mais qui recherchait toujours le consensus. C'était un homme qui pouvait, je dirais à la limite, amadouer un certain nombre de gens qui étaient occupés à crier, en essayant d'être très, très ouvert à la conversation et pouvait faire des compromis. C'est amusant, vous allez chercher un exemple chez ce grand ministre CDNV, bruxellois, mais qui aussi était ministre fédéral. Aujourd'hui, vous dites ça manque de consensus, c'est ça? C'est trop raide, on est trop dans la rupture? Je crois que, et ça c'est pas une question de génération, c'est une question d'actualité politique pour l'instant. On sait bien ce qu'on vit dans notre pays. Certains ont à nouveau envie de casser des machines. Et pour cela, et pour faire des voix, ils sont obligés de se positionner de manière très extrême. Vous parlez de qui, là? Un peu plus au nord, le parking de Bruxelles, au nord. Comme bruxellois flamand, on parle d'Anvers en tant que parking de Bruxelles. Et donc le bourgmestre d'Anvers, aujourd'hui, c'est l'exemple type. Donc il a besoin de ça, lui. Bar de Wever. Voilà, oui. Et maintenant, on va revenir à quelque chose et terminer avec quelque chose de plus, je dirais, de plus amusant. Vous avez une âme d'artiste. Vous avez un père qui peignait, qui faisait de la politique aussi, et vous dessinez aussi, et vous jouez au théâtre. Oui. Enfin, mon père, il a commencé à peindre quand il a appris qu'il avait un cancer, et donc il a commencé à peindre, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Qui pendait d'ailleurs dans mon bureau, donc il était toujours là. Donc il me surveillait un peu de loin. Mais est-ce que vous auriez voulu être un artiste? Dit la chanson. Oui, sauf que je suis surtout pour que l'art soit vécu par tout le monde. Et donc mon père, j'ai vu qu'il a vécu encore. Donc il s'est exprimé. Il avait envie de faire il a écrit des poèmes aussi. Pendant 7 ans de son cancer, il a remplacé sa vie professionnelle par une vie d'artiste amateur, dans le bon sens du terme. Il aimait faire des trucs, donc il s'est exprimé. Et c'est ce que j'ai retenu toujours, on a l'art professionnel, l'art pointu, l'art qu'on paye, mais il faut rendre aux gens la possibilité de participer eux-mêmes à l'art. Et donc faire du théâtre, je suis tombé dedans. Première pièce, c'était Bossemans et Coppenol, il y a 15 ans, avec Jos Chabert et Guy Van Engel, tous deux bruxellois comme moi. J'avais écrit un petit sketch vraiment sur les planches, voilà. Très bien, merci beaucoup en tout cas et bonne chance dans votre troisième vie. Et on se retrouve demain pour l'interview où je recevrai Rachid Madran.